Bonjour, je m'appelle Luis Reyes, je suis enseignant-chercheur en économie et finance à Kedge Business School sur le campus de Paris. Je vais vous parler du rôle de la finance dans l'économie réelle et les enjeux de financement de la transition bas carbone. Si l'on s'intéresse aux définitions de la finance et de l'économie et que l'on regarde ces définitions dans un dictionnaire, on peut voir que la première est considérée comme l'ensemble des professions qui ont pour objet la monnaie, l'argent et ses moyens représentatifs. Il s'agit également de la science de la gestion des patrimoines individuels. L'économie, de son côté, est vue comme l'ensemble des activités d'une collectivité humaine relative à la production, à la distribution et à la consommation des richesses. Ces définitions sont représentatives de l'approche traditionnelle, grâce à laquelle on a tendance à voir la finance et l'économie comme étant des disciplines indépendantes. Ceci est en partie une conséquence de la façon dont on les enseigne. Par exemple, une partie importante des livres spécialisés en finance d'entreprise se concentre davantage ou quasi exclusivement sur les aspects relatifs aux risques financiers. Ils décrivent avec détail la logique de la finance de marché, la gestion des portefeuilles, etc. Mais se soucient peu ou pas du tout de l'économie réelle. Or, la finance et le financement ont un objectif, qui n'est pas ou ne devrait pas être la rentabilité financière seule. Certains livres de texte spécialisés en macroéconomie prennent ces aspects micro déjà simplifiés comme données et arrivent à la conclusion, basée sur un enchaînement d'hypothèses qui inclut les trocs, que l'existence de la monnaie est juste une nuisance au bon fonctionnement d'une économie où l'on échange de la valeur travail grâce à elle. Par exemple, la monnaie, vue ici comme pièce et billet, mais ignorant sa forme dépôt, obligation, action, sert uniquement à faciliter l'échange de la valeur d'une heure de travail du boucher avec une heure de travail de la boulangère, sans se soucier des aspects socioculturels et politiques qui les lient et les différencient, en laissant de côté l'aspect temporel de la valeur de la monnaie. Ce raisonnement, qui équivaut à croire que la monnaie est neutre à l'économie, a des implications fortes, puisque pour certains fondamentalistes de marché, c'est-à-dire celles et ceux qui croient à la toute-puissance des marchés et à l'impuissance du gouvernement, la politique économique n'a pas d'effet sur l'économie, si ce n'est qu'à court terme. Si l'on regarde les comptes financiers de l'INSEE de 2021, on peut s'apercevoir qu'en France, les stocks de numéraires, c'est-à-dire les pièces et billets des banques, dans l'économie nationale est de 141,4 milliards d'euros, soit 0,3% du total des actifs ou 5,6% du PIB de la même période. En revanche, la même année, la valeur des instruments financiers dont la détention paye des intérêts, donc qui paye une somme monétaire pour la gestion d'une autre somme monétaire, par rapport au total d'actifs est de 21,9% sous forme de dépôt, 10,8% en titre de créance, 16,7% en crédit, alors que la part d'action des fonds d'investissement représente 35,2%, ce qui dans l'ensemble équivaut à plus de 8 fois le PIB. En d'autres termes, la part des valeurs des outils financiers dédiés aux échanges de valeurs dans l'économie réelle est largement inférieure à celle des instruments de valeur qui ont pour objet rémunérer les détenteurs de la monnaie. Ceci est surprenant, tenant compte du fait que la valeur du total du stock d'actifs non financiers, donc la richesse nationale, est de 7,6 fois le PIB. En outre, dans un de ses premiers discours à la tête de la Banque centrale européenne, le 22 novembre 2019, Christine Lagarde nous rappelle que, dans les orientations de la BCE, la politique monétaire continuera à soutenir l'économie et à répondre aux risques futurs. Elle dit aussi qu'un élément clé est la politique budgétaire de la zone euro. L'investissement est particulièrement important pour répondre aux défis actuels, car il représente à la fois la demande d'aujourd'hui et l'offre de demain. Ceci appelle à trouver un nouveau policy mix européen, qui sera certainement clé pour financer la transition bas carbone en Europe, tout en minimisant les effets secondaires d'un tel financement. La finance et l'économie sont intimement et logiquement interdépendantes, en partie grâce au rôle de la monnaie qui les lie. La réalisation des activités économiques, production, investissement, consommation, commerce, pour citer quelques-unes, serait fortement limitée en absence de finances et du système financier. En absence de la finance, la responsabilité de la production serait seulement dans les mains de ceux ou celles qui, à l'origine, possèdent les moyens d'investir et n'ont pas besoin, par exemple, d'emprunter. Bien entendu, il n'y a pas de propriétaire inné, d'où l'importance de faire appel à d'autres sciences sociales pour étudier les rapports de pouvoir créés par et dans les sociétés. L'épargne, la gestion du patrimoine, les placements, la bourse, la dette, les contrats d'assurance, les flux de capitaux à l'international. Tout ceci facilite
et a comme objectif la circulation des fonds nécessaires pour réaliser l'activité économique. L'existence de la finance dépend donc de celle de l'économie. Paradoxalement, même si dans des conditions assez exceptionnelles, l'économie pourrait se passer de la finance, dans notre société contemporaine, ceci est tout simplement impensable. La comptabilité, qui précède l'économie en tant que discipline, est un outil financier qui permet de répertorier les mouvements de dépenses et recettes entre agents économiques. Par conséquent, la traçabilité de toute transaction économique est essentielle à l'étude de l'économie. Au passage, ceci constitue une raison de plus pour laquelle cette dernière ne peut pas être dissociée de la finance. Toute transaction ayant lieu dans une économie est ou doit être inscrite à l'actif de l'agent qui en bénéficie et au passif de celui qui doit le rembourser. Certaines transactions illégales ou impayées, dues par exemple au risque de solvabilité ou d'inadéquation des devises et des échéances, peuvent ne pas être enregistrées et donc ne pas être comptabilisées, alors que d'autres peuvent ne pas trouver leur place dans la comptabilité parce qu'elles n'existent pas encore. Par exemple, si elles sont issues de l'économie circulaire, valeur générée grâce au recyclage ou à la réutilisation, à l'augmentation de la durée de vie de certains électroménagers ou à la destruction créatrice, indispensable dans la transformation de l'économie dans la transition bas carbone. Par exemple, le besoin d'effacer certains actifs dits bruns qui sont susceptibles d'échouer dans la transition. Un des enjeux les plus pressants de nos jours est l'urgence climatique, qui heureusement à l'heure actuelle est bien présente dans les discours académiques, mais aussi des politiques, mais qui a pris néanmoins plusieurs décennies, voire des siècles de retard pour faire partie des préoccupations au niveau société. Les effets néfastes sur l'environnement de la massification de la production, de la distribution, la commercialisation en masse des automobiles, des transports, ainsi que ceux de l'hyperconcentration urbaine, auraient pu être mis en exergue davantage dans les discussions des médias bien avant. La radio et la télévision, étant devenues populaires au début du XXe siècle, n'ont pas cessé de constituer une partie importante du quotidien des sociétés modernes, malgré la désinformation qu'ils peuvent aussi générer, aussi que dans d'autres médias plus récents, comme les réseaux sociaux. À l'impératif climatique, une priorité surtout des pays riches, se rajoutent d'autres enjeux d'ordre éthique, qui vont des inégalités sociales, des genres d'accès aux services, d'opportunités, à des inégalités économiques au sein des pays et entre pays, en passant par la gouvernance des entreprises qui peut avoir des conséquences sur l'approvisionnement des matières premières et sur la production. La transition bas carbone est clairement un enjeu économique, mais aussi géopolitique. Cette dernière dimension nous oblige à nouveau à nous poser des questions d'ordre éthique, mais sur une autre dimension. À part les questions existentielles de base, que faire, comment, nous devons nous interroger à propos des compromis qui sont à faire pour que la transition soit juste et qu'elle puisse avoir lieu de façon la plus harmonieuse possible. Quels actifs sont considérés verts ou bruns? Une fois défini, comment encourager les investissements verts et comment décourager ou supprimer les investissements bruns? Si les réponses vont dans le sens d'une combinaison de subventions et une taxe carbone, quels sont les montants à mobiliser ou à taxer? Dans ce contexte, il ne faut surtout pas éviter de se poser les questions qui gênent ou à montrer du doigt l'éléphant dans la pièce. Nos valeurs, qui sont en partie un produit de notre système éducatif et de l'information à laquelle nous sommes exposés, nous incitent à prendre des décisions, qui en dernière instance se reflètent dans des choix qui désignent les gagnants, ceux qui doivent recevoir par exemple des subventions, et les perdants, qui ne les reçoivent pas ou qui doivent payer plus d'impôts. Il est important aussi de voir les enjeux d'actualité, de durabilité, à travers les contextes propres de leur époque et sous le prisme de la domination du combo prix pétrole-dollar. Recherche d'alternatives aux énergies fossiles. Conséquences des chocs pétroliers de la première moitié des années 70, quand le nucléaire commence à grimper en importance dans l'énergie mix en France, au Japon, aux États-Unis et dans d'autres pays. Domination du dollar contesté, années 90 par les RMB ou les yuan, années 2000 par l'euro, ainsi que rupture de la relation inverse entre les dollars et les prix du pétrole. Mars 2020. Guerre froide, conflit en Ukraine. Le déclin de l'Union soviétique entre 1985 et 1991, la réunification de l'Allemagne en 1990, le conflit et le démembrement de l'ancienne Yougoslavie, 1992-2003, conflit armé en Ukraine, depuis 2022. La Chine. Réforme de voiture économique en 1978, début du Made in China lorsque le dollar est surévalué, par exemple au début des années 80, réforme du taux d'échange 1994 et 2005, adhésion à l'Organisation mondiale du commerce en 2001,
inclusion du yuan dans les paniers de devises faisant partie des droits de tirage spéciaux en 2016, ratification de l'engagement dans les investissements verts de la part des autorités chinoises avec la Banque européenne d'investissement, relations compliquées entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, intégration du Royaume-Uni dans la communauté européenne en 1973, la non-adhésion à la monnaie unique de l'économie britannique en 1992, les négociations longues et fortement médiatisées autour du Brexit 2013-2020, cessation du Libor en 2023, après plus de 3 décennies de règne dans les marchés financiers mondiaux, négociations environnementales au niveau international. Première conférence mondiale sur le climat en 1979, deuxième en 1990. Accélération des négociations climatiques dans les COP, notamment après la crise de 2008-2009. Accord de Paris en 2015 et de nombreuses initiatives mises en place depuis, dont la taxonomie européenne et l'European Green Deal en 2020, ainsi que le paquet de propositions Fit for 55 publié en 2021. La volatilité du prix du pétrole, indicateur principal du prix de l'énergie, étant inversement corrélée au taux d'échange effectif des États-Unis, notamment avant 2020, il est pertinent de se poser la question des facteurs susceptibles de casser une telle relation, autre qu'une disruption comme la pandémie provoquée par la COVID-19. Une option est une augmentation conséquente de la taxe carbone qui décourage la production et l'utilisation des énergies fossiles, qui devrait idéalement être accompagnée des alternatives pour la production-consommation d'énergie. Une autre possibilité, plutôt complémentaire à la première, est de subventionner massivement les entreprises les plus vertueuses, tout en évitant que les entreprises non vertueuses continuent à recevoir des subventions et du financement. Dans le cas où les recettes de la taxe carbone ne suffisent pas pour financer les dépenses publiques, il serait pertinent d'étudier davantage les effets multiplicateurs des dépenses publiques et privées, liées à la transition bas carbone, ainsi que la détérioration de la balance commerciale que celles-ci peuvent entraîner. Dans certains cas, ces mutations sont déjà en cours. L'Adaptation Finance Gap Update 2023 du Programme pour l'environnement de l'ONU estime que les besoins issus des plans d'adaptation nationaux des pays en voie de développement s'élèvent à plus de 300 milliards de dollars par an avant 2030, ce qui équivaut à 3 trillions de dollars par décennie. Les premières victimes potentielles ou avérées du changement climatique et de la lutte contre celui-ci sont les pays ayant une forte dépendance par rapport à la production, l'exportation, l'utilisation et les recettes provenant des taxes sur les énergies fossiles, charbon, pétrole, gaz. D'un côté, la demande pour ces dernières devrait diminuer. De l'autre côté, la volatilité des prix et de la demande accentue l'incertitude concernant la disponibilité des ressources financières, notamment pour les États. Bien que la stabilité des prix serait un avantage, scénario plutôt improbable dans le contexte actuel, une augmentation du prix des énergies fossiles forcerait les autorités des pays concernés à accélérer la recherche de technologies alternatives, provenant du Nord, bien entendu, alors qu'une baisse du prix pourrait être vue comme une désincitation à investir dans la transition énergétique, même si les partenaires principaux renforcent la réglementation pour éviter les importations fossiles. Si dans le passé l'alignement des planètes pour atteindre l'attente souhaitée émergence semblait difficile, aujourd'hui, un tel alignement semble être encore plus lointain si l'on rajoute des ambitions en matière climatique, financière et technologique. La volatilité dans les marchés financiers est susceptible de perturber les taux d'échange des pays émergents, qui peut à son tour entraîner des problèmes de surendettement si la valeur de la monnaie locale baisse, ou des pertes de compétitivité si la valeur de la monnaie locale augmente. Dans les deux cas, rendant la croissance plus difficile à atteindre, le développement économique et la lutte contre les inégalités dans le Sud.